Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, censure, shadowban, suppression de vidéos et de comptes sur les réseaux sociaux, attaques en règle et accusations de complotisme. De plus, vous le savez ou peut-être pas, le gouvernement prépare un projet de loi pour lutter contre les arnaques en ligne et le cyberharcèlement, avec un panel de sanctions très large, et notamment celle de bloquer les plateformes qui diffuseraient les médias interdits, comme vous le savez, comme la chaîne russe RT. L'Arcom aussi aurait le pouvoir de bloquer la diffusion des médias interdits dans l'Union européenne. On l'a dit, Russia Today et Sputnik. Et ce qui se pose comme question aujourd'hui, c'est que est-ce qu'il y aura des suites à ce projet de loi? On l'a vu avec la censure des médias indépendants et on va en parler immédiatement. Est-ce que les médias indépendants ont-ils du souci à se faire, tout comme les voix discordantes et ceux qui essayent d'informer autrement et qui essayent de faire vivre l'information autrement? Alors on en parle immédiatement avec Xavier Azalbert, patron de François, et Claude Cholet, président de l'Observatoire du journalisme. Bonjour messieurs. Bonjour à tous les deux. Alors merci d'être là. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne parce que tous les jours vous êtes confrontés à tout ça. Vous, Xavier Azalbert, et vous, Claude Cholet, vous êtes maintenant rodés à ce genre de manœuvre. J'aimerais qu'on en parle ce matin, cette table ronde jusqu'à 8h25. Je me tourne immédiatement vers Claude Cholet là-dessus. Claude Cholet, merci d'être là. De la bien-pensance à la police de la pensée, ça y est, le pas a été franchi aujourd'hui, littéralement. On peut vraiment s'en inquiéter comme média indépendant. Non, mais je vous arrête tout de suite. Le pas n'a pas été franchi maintenant, il était franchi il y a bien longtemps. Ouais. Ça fait à quel moment, tiens, Claude, à quel moment, pour vous, vous faites remonter ce basculement? Alors moi, je le ferai remonter à 2016, autour de 2016, où il y a eu des événements qui n'auraient pas dû se produire, vous mettez des guillemets à tout ça, et qui se sont produits. Alors, le Brexit, l'élection de Trump, c'était aussi la grande tournée des plages de Matteo Salvini en Italie, où tout le monde pensait qu'il allait devenir Premier ministre, et ça ne s'est pas produit. Et bon, vis-à-vis de ça, le monde libéral-libertaire, qui a été un peu médusé, sidéré, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'est sorti le terme fake news. Car si au fond le Brexit a eu lieu, si Trump a été élu, si Salvini aurait pu être élu, c'est parce que le bon peuple a été trompé. S'il a été trompé, il a été trompé par les mauvaises nouvelles. Donc il faut lui apporter des bonnes nouvelles. Et qui lui apporte les bonnes nouvelles? Ce sont nous, les journalistes. Alors, je ne mets pas tous les journalistes dans le même sac, bien évidemment. 50, 60, 70% des journalistes qui sont libéraux, libertaires. Et on va construire un filtre pour que le bon peuple ait les bonnes nouvelles. Et ensuite, il votera dans le bon sens. On peut dire que, à l'avènement des réseaux sociaux, on a eu en gros 10 ans de tranquillité. 10 ans où on pouvait vraiment s'exprimer, non pas en toute liberté, ça n'existe pas. Il y a des censures légitimes, je sais pas moi, la pédopornographie, l'appel au meurtre, tout ça n'est pas tolérable. Mais on a eu 10 ans de tranquillité. Et je crois que depuis 2016, c'est terminé. Là, les GAFAM ont compris et les gouvernements ont compris. Et c'est à partir de là qu'on voit que se détricote la liberté d'expression et que se retricote un certain nombre d'instruments de censure sur lesquels on pourra revenir. Oui, bien sûr. Je me tourne vers Xavier Azalbert. Bonjour Xavier, merci, vous êtes patron de François. Vous, est-ce que vous partagez l'analyse de Claude Cholet là-dessus? Quand vous faites remonter finalement cette attaque contre les médias indépendants qui sont traités de complotistes, de réactionnaires et je ne sais quoi d'autre? Et vous en savez quelque chose, vous, chez François, hein? Ah oui, tout à fait, on en sait quelque chose. Merci Nicolas de nous donner la parole. Alors moi, je suis même je vais plus encore dans le passé que Claude. Pourquoi? Parce que je pense qu'en France, on a un système d'aide à la presse qui date de 1796, donc ça remonte à très longtemps, pour garantir ce pluralisme. Et en 1935, il y a la loi sur le journalisme pour aider les journalistes. Alors c'est pas que je considère que aider les gens n'est pas bien. Au contraire, c'est une bonne chose quand c'est fait à bon escient, exactement comme l'assurance chômage, comme l'assurance retraite, comme bien des choses. Et à partir du moment où il commence à y avoir ce qui s'appelle une dérive, cette dérive, c'est-à-dire quand une aide devient constante, on s'y attend et on s'y habitue.
eh bien, on s'est habitué à avoir une subvention de ces médias qui entraîne donc un asservissement, une forme de double capture des médias, une capture au travers des subventions et une capture au travers de la propriété de ces médias qui a entraîné une dérive. Alors ça, c'est pour la partie structurelle et structurante, parce qu'après, bien sûr, il y a des événements qui permettent de visualiser. Donc, ce dont Claude Cholet a parlé avec le Brexit, avec les élections de Trump, sont des illustrations de ces éléments sous-jacents qui, pour moi, ont entraîné ce que j'appelle une pollution de l'information. Une véritable pollution qui a été créée par des pollueurs. Ces pollueurs, ce sont des gens qui subventionnent ces médias, plutôt que de les inciter à être vertueux, plutôt que de les inciter à avoir des valeurs et à vraiment respecter la charte de Munich, qui a été mise en place au début des années 70. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est on les a rendus dépendants. Eh bien, on a des gens qui sont drogués aux subventions, drogués. Et quand on a des gens qui sont drogués et dépendants, eh bien, on sait très bien qu'on peut en faire ce qu'on veut. Mais vous avez raison là-dessus sur les subventions publiques. En plus, si on regarde très précisément la liste des subventions publiques et des médias qui en bénéficient, on se rend compte que la quasi-totalité ont des gros actionnaires derrière eux. C'est ça qui est assez étonnant. Pour nous, médias indépendants, on regarde ça parfois un peu effaré, Xavier. Tout à fait. C'est pour ça que j'aime bien revenir un peu en arrière et en me disant, on avait tous les éléments sous nos yeux. Ces éléments sont préexistants, les conditions sont là. Nous avons des régulateurs en France. Ces régulateurs sont là pour assurer une forme de régulation. Le mot régulation est en soi une bonne chose. Réguler le trafic aérien pour s'assurer que les avions n'ont pas d'accident, c'est une bonne chose. Réguler les médias pour s'assurer que l'information n'est pas polluée, c'est une bonne chose. Et c'est dans l'intérêt du citoyen. Dès lors que le régulateur s'octroie des droits pour empêcher non pas que l'information circule, mais empêcher certaines circulations de pensée. Tout à l'heure, en introduction, vous avez passé de la bien-pensance ou la limite de la pensée. Eh bien, on voit bien ce qui s'appelle, on teste les limites d'un système. Et eh bien, on en a fait les frais aujourd'hui. Les médias indépendants font les frais. On fait les frais de cette théorie des incitations. Alors, je rappelle que la théorie des incitations qui incite les gens à être vertueux, ou alors les taxes parce qu'ils n'ont pas été, elle existe depuis très 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 longtemps. C'est la base de notre système social en France. C'est on incite les gens à s'éduquer. Et bien sûr, il y a un système d'assurance chômage si jamais ils n'ont pas de travail. Eh bien ici, on n'a pas incité les gens à faire de la bonne information. Par contre, on les taxe, on les empêche de parler, et on aide les médias qui sont justement les meilleurs soldats et pas forcément les meilleurs informateurs. Donc, on a des bons petits soldats qui défendent une ligne, mais ça ne veut pas dire qu'ils défendent toute la ligne. Alors, je me tourne vers Claude Cholet, président de l'Observatoire du journalisme. C'est important parce que vous faites un travail aussi sur les journalistes. Vous avez beaucoup de portraits sur le régime de journalistes. On en apprend beaucoup. Vous êtes aussi beaucoup attaqué, Claude. On les fera pas tous. Il y a plus de 30 000 journalistes en France. Nous n'avons que 300 portraits, c'est-à-dire les plus en vue. Vous avez les rockstars. Vous avez les rockstars sur le régime. Vous avez quand même des papiers. Et puis ceux qui sont dans l'actualité. Oui. Alors, rapidement, là-dessus, vous, aujourd'hui, Claude, par rapport à ce que dit Xavier, bien entendu, où on en est de la liberté d'informer. Je parle même pas de la liberté de penser, on en parlera après avec Anne-Sophie Chazot, mais la liberté d'informer. Il y a bien entendu les shadowbans, ce qu'on a dit, l'invisibilisation, pour parler français, la censure sur les réseaux sociaux, les suppressions de vidéos sur YouTube notamment. On en est où, là, de la liberté d'informer? Vous le voyez tous les jours, vous avez d'ailleurs été pas mal attaqué à ce sujet. Non, j'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux. Un entre-deux. Revenons quelques années en arrière avec la loi Avia. Oui. La loi Avia qui était une loi très clairement liberticide. Le contrôle des réseaux sociaux, rappelez-nous le cadre, Claude, de cette loi Avia, d'ailleurs. Le cadre de la loi Avia qui était porté par la députée Renaissance, enfin c'était pas Renaissance à l'époque, je crois que c'était la REM, Laetitia Avia, qui doit être élue, qui a été battue, mais maintenant qui à l'époque était élue peut-être à Paris ou dans la région parisienne, et qui visait à, vous ouvrez des guillemets, à moraliser les réseaux sociaux et contrôler les appels à la haine, papa, etc., avec un contrôle à la fois préventif, je dirais, avant et après. Avant, c'est-à-dire que les réseaux sociaux devaient eux-mêmes faire la police en disant attention, là, celui-là, Nicolas Vidal, par exemple, je suis bien placé. Il a fait un discours de haine, donc vous le supprimez, et sinon vous allez avoir des soucis, mais aussi
un contrôle a posteriori, puisque ensuite, Nicolas Vidal, s'il avait péché plusieurs fois, à ce moment-là, il pouvait être banni. Enfin, non, c'est pas il pouvait, il devait être banni du réseau social sans l'intervention d'un juge. J'insiste, sans l'intervention d'un juge, et le réseau social devait obtempérer sous couvert d'une amende qui pouvait être importante. Donc, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Alors, c'est parti par la porte, c'est en train de revenir par la fenêtre, avec le Digital Services Act et l'European Medium Freedom Act, qui est en discussion en ce moment à Bruxelles. La loi Avia, c'était le cadre français, c'était la France, pas d'autres pays. Le DSA et l'autre, et son petit frère, le Media Services Act, c'est Bruxelles. Et j'ai fait une conférence au Parlement européen de Strasbourg il y a 2 semaines, je crois, sur ce thème. Et alors là, on est en train de vous mitonner quelque chose aux petits oignons. Alors ça va être les petits oignons de la Commission européenne, car c'est en gros la même chose, mais au niveau européen. Bah oui. Donc, alors, la censure, elle existe déjà, mais si je devais faire un pari, ça serait plutôt pour son aggravation. Alors, c'est l'heure des informations. Nous sommes avec Xavier Azalbert et Claude Cholet. On revient immédiatement après le bulletin d'information d'Emmanuel Noël et on continue de parler de censure, de propagande et de médias. Ligne droite, le témoin a dit la vérité. Il doit être exécuté. La table ronde. Allez, censure, chat de ban, médias indépendants, suppression de vidéos, attaque en règle, accusation de complotisme, même de Bruxelles, comme nous en parlait Claude Cholet, président de l'OGIM, et Xavier Azalbert de François. Je me retourne vers vous, Claude Cholet, pour finir sur ce sujet de Bruxelles, et après je poserai, on continuera avec Xavier Azalbert. Là-dessus, Claude, sur Bruxelles, cette petite soupe aux oignons bien mitonnée par Bruxelles pour nous cornaquer encore plus. Eh bien, alors, elle est en train de cuire. Hein. Alors, elle n'est pas entièrement en application. Hein. Elle sera en application en février 2024. Par contre, les grands réseaux sociaux, je pense à Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, etc., sont déjà obligés de s'y conformer. Et Thierry Breton, qui doit être, alors, je crois, commissaire... au marché intérieur. Au marché intérieur, a déjà mis en garde Elon Musk, en lui disant, mais attention, j'ai remarqué que Twitter n'était pas prêt. Les autres sont prêts. Hein. Je signale au passage que Facebook emploie environ 10 000 personnes pour modérer les contenus. Alors, modérer les contenus, ça veut dire les censurer à 10 000. Ça ne veut pas dire qu'ils sont employés de Facebook. Généralement, ce sont des sous-traitants payés au lance-pierre. Et Thierry Breton a admonesté Elon Musk en disant, mais attention, hein, il faut vous mettre en ordre, hein, sinon l'Europe va vous mettre au pas. Pourquoi ? Elon Musk, on en pense ce qu'on veut, un caractère fantasque, des déclarations qui peuvent paraître contradictoires, mais j'ai quand même l'impression, vu de loin, en tout cas vu d'Europe, qu'il va plutôt dans le sens de la liberté d'expression que dans le sens de la censure. Il n'a jamais dit qu'il voulait supprimer toute censure. Il a dit qu'il souhaitait le maximum d'expression, de liberté d'expression possible, ce qui me semble bien, avec des garde-fous. Et c'est ça qui chagrine l'Union européenne. Alors je ne dis pas que le pire est toujours sûr, mais enfin il est toujours possible. Et là, ce que nous prépare la Commission, si c'est vraiment mis en œuvre en février 2024, et je ne vois pas du tout pourquoi les autorités françaises s'y opposeraient. Je ne suis pas certain qu'elles le puissent en droit. On se prépare des jours peut-être encore plus difficiles que maintenant. Xavier Azalbert, là-dessus, sur ce que dit Claude Cholet, est-ce que vous aussi, il y a cette main, bien entendu, invisible, enfin de moins en moins invisible, mais de plus en plus visible de la Commission derrière ça. Oui, je pense qu'elle n'a jamais été invisible, vraiment. Ouais. Elle a toujours été là. Quand on a des subventions, elles sont très souvent invisibles, on les découvre après, comme je disais tout à l'heure, et donc c'est un moyen
subversif de contrôler tous ces éléments. Alors je pense que j'en parle quand je suis allé au niveau de l'Europe, c'est très intéressant parce que si on réfléchit et on prend l'exemple de Elon Musk, ce que devrait faire un régulateur, c'est avant tout se poser la question s'il n'y a pas des utilisations abusives d'une position dominante et de manière à garantir cette liberté d'expression. Et là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'essayer de la contrôler. Alors on la contrôle de diverses manières. Alors là, c'est le régulateur européen, mais il faut savoir, comme on a parlé tout à l'heure de la loi Avia et d'autres lois précédentes en France, on a eu un laboratoire de diminution de nos libertés au niveau de cette liberté d'expression, nous, le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, il y a un double jeu qui est en train de se jouer entre, on va dire, l'Europe et puis on a des conventions. On a la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, quand même, garantit ces éléments-là. Donc, on va voir s'affronter des volontés administratives, des volontés de nos eurodéputés qui travaillent là-dessus, et le respect de ces conventions. Il faut quand même se dire que la liberté d'expression et la liberté de la presse sont garanties. Donc, on va voir comment le jeu va se jouer. De notre point de vue, comment ça se traduit ? Eh bien, ça se traduit par une augmentation des contraintes. En France, on a parlé de la censure, on a vu la censure sur les réseaux sociaux, mais donc c'est une forme de censure qu'on pourrait appeler une censure physique. On vous empêche d'aller sur un réseau social, on met une barrière. Mais il y a aussi des censures sur le fond, comme la Miviludes, où on va dire vous ne pouvez pas dire ce genre de sujet au risque de vous faire étiqueter, comme vous avez dit tout à l'heure, de complotiste, d'antisémitisme ou de dérive. Xavier, vous pouvez rappeler Miviludes rapidement pour nos auditeurs là-dessus. Alors, la Miviludes, c'est un organisme qui est créé par le ministère de l'Intérieur. En fait, c'est une mouvance qui étudie toutes les dérives sectaires et qui empêche, on va dire, ces dérives sectaires. Alors, il y en a eu beaucoup, que ce soit les dérives antisémitistes, les dérives à caractère religieux, mais aujourd'hui, on essaye de l'appliquer aux dérives de complotisme, et puisque à l'origine, les assises de la Miviludes incluait le complotisme. Donc, on essaye de faire dire que les complotistes, c'est-à-dire, et il y en a plusieurs types de complotistes, on pourrait dire aujourd'hui. Si jamais on faisait du marketing, on a les complotistes durs, comme on a les complotistes factuels, c'est-à-dire des gens qui anticipent un petit peu le futur en se posant les questions. Et on a des complotistes qui tombent sous l'influence qu'on pourrait appeler sectaire. Et c'est là où il faut vraiment réguler, parce qu'il faut garantir que nos enfants puissent avoir une information qui soit dépolluée de toute tentative de ces dérives. Par contre, s'assurer que l'information n'est pas polluée par le biais des subventions ou le biais de la technocratie que l'on a et qui empêche justement l'information de se propager. Et il se trouve que dans la dernière année, 3 dernières années, avec la crise sanitaire, on a vu qu'on a empêché la science, d'accord, et la science de parler. On a empêché la science de se propager. Et ça, c'est une dérive qui est inacceptable parce que notre société est basée sur le progrès. Nous vivons dans un monde physique avec du magnétisme. On a des lois, des conventions qui sont là pour s'assurer que la science peut s'exprimer. D'ailleurs, la science n'a pas de réglementation. Et au travers de ces diverses réglementations, ce qui me pose problème, c'est qu'on puisse poser un cadre juridique pour empêcher la science d'évoluer. Quand on dit qu'on va regarder comment ChatGPT fonctionne, ou la CNIL qui dit on va se doter d'un outil pour voir les dérives de l'intelligence artificielle, j'aimerais bien que la CNIL, avant de s'occuper de ce genre de choses, s'occupe des dérives qu'il y a dans la pollution de l'information qu'on a au travers des subventions, des choses beaucoup plus basiques, de manière à ce qu'on soit bien informé. Et on sait très bien, un peuple bien informé est un peuple en bonne santé. C'est exactement comme la malbouffe de l'information entraîne des dérives mentales et entraîne une maltraitance. Et j'espère que les conventions internationales assureront que le peuple doit être bien traité. Vous avez raison, il y a quand même une incohérence à cette histoire de complotisme, et là on parle de complotisme bien sûr, de certains médias, nous sommes taxés de complotistes, mais il faudrait quand même se rendre compte, et les fact-checkers, il faudrait leur poser la question de savoir si les médias, les grands médias d'investigation ne sont-ils pas aussi complotistes, puisque j'imagine que quand vous voyez un complot, vous enquêtez sur une affaire, et on pourrait aussi, eux, les traiter de complotistes. Enfin, cette définition du complotisme, moi, me surprend toujours, et elle est toujours à géométrie extrêmement variable, et c'est bien qu'on en parle ce matin. En tout cas, je vous remercie, messieurs, d'être avec moi
moi ce matin sur Ligne Droite, Xavier Azalbert de France Soir, et bien sûr Claude Cholet. Je me tourne vers vous, Claude, de Logim, et après je poserai la question à Xavier, parce que là on est vraiment sur un sujet de fond, à mon sens. Est-ce que les Français, Claude, sont-ils finalement les seuls garants de la liberté de la presse, et devenant eux-mêmes des soutiens et des mécènes? Vous aussi, vous faites un appel aux dons sur votre site sur Logim, et Xavier Azalbert, c'est pareil, Claude. Nicolas Vidal, je vous remercie de cette question. Bon, tout d'abord, l'information pure et parfaite, c'est comme la concurrence pure et parfaite, ça n'existe pas. Ouais. Donc, il y a une information qui est plutôt meilleure que les autres ou moins bonne que les autres. Alors, mais je reviens au fond à ce que disait Xavier Azalbert sur les subventions, hein, et sur la drogue que ça représente. Et là, j'ai une proposition ultra simple et révolutionnaire à faire. Les aides directes et indirectes aux médias, c'est au minimum 2 milliards d'euros par an. Plus le service public de l'information, c'est 9 milliards. 2 plus 9 égale 11 milliards. Alors, ça paye les retraites. Voilà, vous savez que la redevance a été supprimée. L'année dernière, vous ne payez plus vos 138 euros. Alors, j'ai une mesure révolutionnaire à proposer et ultra simple. Parce que la redevance a été supprimée, mais c'est un tour de passe-passe. Hein, parce que les 2 milliards et les 9 milliards, on les a mis sur une autre ligne budgétaire et qui est prise sur la TVA. Donc, c'est un jeu de bonne taux. Au fond, ça ne change rien. Je rétablis la redevance. 138 euros. Au fond, ça ne va pas changer grand-chose pour ceux qui payent leurs impôts, puisqu'ils le payent déjà ailleurs. Et là, chaque assujetti peut choisir le média auquel il attribue ses 138 euros. Il choisit Le Monde, il choisit France Soir, il choisit Radio Courtoisie, il choisit Europe 1, il choisit qui il veut. Et là, ça veut dire que les médias seront vraiment financés par le lecteur et par leurs fans, par ceux qui les soutiennent. Alors vous allez me répondre, oui, mais tout le monde ne va pas flécher ne va pas répondre et tout le monde ne va pas flécher le montant de la redevance. Là, c'est très simple. Par défaut, tous ceux qui ne flèchent pas, ça va au service public de l'information, qui bien sûr ne doit pas disparaître. Donc ça va à Radio France et ça va à France Télévisions. Et là, on verra, je dirais, la vérité des médias. On verra qui soutient qui. Et on verra, par exemple, que Libération disparaîtra. Oui, ce serait pour vous le juge de paix, finalement. Les Français seraient juges de paix. Le grand examen fenêtre, qui voulez-vous financer? Libération est financée depuis des siècles uniquement par des milliardaires, hein, d'Edouard de Rothschild maintenant à Patrick Dary et à Daniel Kretinsky. Ce serait intéressant de voir si ces lecteurs sont prêts à payer, c'est très bien. Et on fera la même chose pour Radio Courtoisie, pour François, pour Logim, et pour des tas d'autres médias qui, eux, ne sont pas subventionnés. Parce que moi, je ne pense pas que vous receviez beaucoup de subventions, à ma connaissance. Malheureusement, non. En tout cas, ou heureusement d'ailleurs, c'est une question. J'espère que cet appel va être envoyé à notre cher ministre de la Culture, Xavier Azalbert. Question sur ce financement et surtout sur ma première question. Est-ce que vous aussi, les Français ou vos lecteurs, sont-ils les seuls garants de l'indépendance d'un titre, de plusieurs titres? Sont-ils finalement des mécènes concrètement pour conserver une liberté d'être bien informés, à leur jugement, bien entendu, à leur discrétion et leur jugement? Alors, oui, je le pense, et je pense que l'idée de Claude a du chemin à faire, bien sûr, mais en tout cas, elle a un bon fond. Mais parlons un petit peu d'un principe de base qui s'appelle la désintermédiation. Quand nos intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui collectent les fonds et qui doivent les reverser, n'agissent plus dans l'intérêt des Français, en l'occurrence, on a un réel problème. Donc, en l'occurrence, si jamais on collecte 2 milliards et qu'on redonne de manière partiale et pas impartiale, eh bien, on a un véritable problème de redistribution. Donc, le sujet que l'on a n'est pas la collecte, c'est ce que dit Claude, c'est la redistribution, puisque c'est la manière dont elle est redistribuée. Si elle est redistribuée aux petits copains ou à ceux qui n'en ont pas vraiment besoin, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On achète
Donc, on achète cette voix et on annule une controverse qui est censée être portée, puisque le journaliste va être non plus incité à dire la vérité quoi qu'il en coûte, mais il va dire la vérité de celui qui paie, puisqu'on sait très bien dans ce monde-là, c'est qui paie commande. Alors, quand on a non seulement des milliardaires qui contrôlent le capital, donc qui paie commande, mais quand on a l'État qui distribue des subventions, eh bien, on a aussi le double qui paie commande. Et là, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, pour revenir à cette notion de désintermédiation, dès lors que nos intermédiaires, qui sont censés être à notre service, ne jouent plus ce rôle-là, eh bien, les Français, il leur reste leurs pieds pour marcher, leur voix pour parler et leurs doigts pour cliquer, pour allouer des fonds. Donc, la proposition de Claude est une proposition intermédiaire. On accepte qu'il y ait une collecte et on va leur donner le pouvoir aux Français de redistribuer. C'est exactement comme le référendum d'initiative citoyenne. Les Français veulent avoir la voix, ils veulent avoir le pouvoir, ce qui est censé être garanti par la Constitution. Normalement, on est censé avoir un gouvernement pour le peuple. Et par le peuple. Là, en l'occurrence, on a un gouvernement par des administrations qui redistribuent et pas vraiment dans l'intérêt du peuple. Donc, ça s'appelle un alignement d'intérêts. La désintermédiation où les lecteurs viennent directement donner à Ligne Droite, à Logim, à François, aux médias de leur choix, c'est une expression directe de ce que j'appelle le référendum d'information. C'est-à-dire, ils peuvent dire où ils veulent mettre leur argent. Et ça, c'est très sain en démocratie. Quand on est dans une démocratie qui est fonctionnelle, dès lors qu'ils sont informés de la bonne manière. Après, pour ce qui est de Libération, moi j'espère que si jamais les Français ne donnent pas les 150 € ou pas les 138 €, qu'il y en a qui, justement, viendront subventionner en donnant de l'argent directement à Libération. Parce qu'à la limite, si jamais il y a des lecteurs qui veulent le faire, mais libre à eux, et que Libération fasse exactement ce que le fondateur de François disait, c'est l'important pour un média, c'est d'être lu. S'ils ont des lecteurs, eh bien, et que ces lecteurs sont capables de mettre la main à la poche, tant mieux pour eux. Et j'espère que justement, on pourra avoir ce genre d'idées, parce que je préfère qu'ils restent et qu'ils existent de manière à ce qu'on débatte des idées, plutôt qu'on les annihile par une quelconque méthode et un autre truchement. Je trouve ça intéressant, bien entendu, cette idée de juge de paix des lecteurs. Est-ce que, et je me tournerai après vers Claude Cholet, bien entendu, mais vous, Xavier Azalbert, est-ce que vous avez noté, je pense que c'est le cas, puisque François a énormément fait de lecteurs et d'abonnements, de dons, depuis la crise Covid. Est-ce que, depuis la crise Covid, mais aussi après, avec ce qu'on sait notamment sur les restrictions, transition énergétique, la réforme des retraites, enfin, ce qui est en train de se passer, cette incarcération dans une espèce de politique folle, est-ce que vous avez senti une appétence pour de nouveaux lecteurs qui viennent, bien entendu, sur François? Alors bien, c'est évident. Je pense que d'ailleurs chez Ligne Droite c'est pareil, chez Logim c'est pareil. Il y a eu un engouement déjà au niveau du confinement parce que les gens avaient du temps, donc ils sont allés chercher de l'information. Ils ont consommé plus d'informations et ils se sont aperçus que cette information, elle était d'abord c'était la même partout, donc tout le monde disait la même chose et elle était polluée. En fait, elle est polluée par des effets externes de ces grands médias, de la capture des régulateurs, etc. Et donc, ils ont cherché les médias qui dépolluaient l'information. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste aujourd'hui? C'est quelqu'un qui dépollue. C'est pas quelqu'un qui vérifie l'information. On devrait tous le faire. Mais ce que vous avez fait chez Ligne Droite, ce que Claude Cholet fait, ce qu'on fait, c'est on essaye de trier, de chercher le bon gré de livret, ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Et en balance, on donne une information qui est aussi loyale que possible. Donc oui, les lecteurs sont venus. Bien sûr, après, on est en train de se faire concurrence puisque l'argent n'est pas infini. Donc, Ligne Droite a choisi une ligne éditoriale. Nous en avons une autre. Logim en a une autre. Et tous ces médias-là ont le devoir de coexister et surtout le devoir de trouver leur audience. Ça s'appelle la loi, quelque part, du marché. Un marché bien organisé. On aura des idées et les idées majoritaires, elles devront primer indépendamment de l'intervention des régulateurs. Donc vous voyez, chers auditeurs, ça se passe bien. Nous avons Xavier Azalbert de François, Claude Cholet de Logim, Ligne Droite et moi-même qui putsch aussi. Donc vous voyez, ça se passe très bien entre nous et je trouve que c'est une saine concurrence et surtout une émulation tout à fait intéressante à mon sens et à mon regard. Je me tourne vers vous, Claude Cholet, là-dessus. Il nous reste encore 5 minutes d'émission. Je voulais quand même qu'on parle des médias mainstream. On a parlé finalement de ces lecteurs qui ont commencé à se réinformer ou à s'informer. J'aime pas trop réinformer, mais s'informer autrement vers des médias comme les nôtres. Est-ce que la question que je viens de vous poser, c'est est-ce que les médias de grand chemin ou les médias de masse, pour ne pas employer d'anglicisme, ont-ils
perdu la main? Est-ce qu'ils ont de moins en moins d'influence aussi sur des millions de Français qui ont basculé dans une autre information, Claude? Alors, j'aimerais bien vous répondre oui. Mais je suis sûr que vous allez me répondre oui. J'aimerais bien vous répondre oui, mais je ne pense pas que ce soit le... Non, je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Le premier moyen d'information des Français, ça reste la télévision. 3h43 par jour, en moyenne, je dis bien, en moyenne. Ensuite, c'est la radio. Les grandes radios où on voit... Alors, Radio Courtoisie existe et tant mieux, mais vous avez peut-être un petit peu moins d'audience que France Inter. Ou RTL. Non, j'ai pas du tout le sentiment en tout cas que l'audience a diminué. Alors, il y a un double phénomène curieux et paradoxal. L'audience, ils ont plutôt tendance à augmenter. Je vois, France Inter se porte plutôt bien. Le Monde Numérique se porte bien également. Mais en même temps, les gens écoutent plus ou lisent plus ces médias, et en même temps, ils ont de moins en moins confiance en eux. Il y a une espèce de... Oui, c'est un double phénomène. Je les écoute, et en même temps, je parle du lecteur ou de l'auditeur moyen, et en même temps, j'ai un doute. Si on regarde les sondages sur la confiance dans les médias mainstream, c'est catastrophique. On a moins confiance dans le journaliste ou dans le média, ce que je regrette d'ailleurs, que dans son garagiste. Je n'ai rien contre les garagistes, ou que dans son banquier. Je n'ai rien contre les banquiers, mais enfin, l'image de marque des garagistes et des banquiers n'est pas toujours aussi extraordinaire que ça. Donc, il y a à la fois plus d'audience et plus de méfiance. Il faut bien que les gens s'informent. Et puis, on dirait que c'est quand même le pot de fer contre le pot de terre. Quand on regarde les moyens financiers gigantesques, avec subventions et hors subventions des médias mainstream, et les médias et les moyens de Radio Courtoisie, François et Logim, je les prends au hasard. C'est normal qu'on ait moins d'audience, mais je pense qu'il y a une petite musique qui s'installe quand même dans l'esprit des gens en disant c'est vrai, je les écoute, mais peut-être qu'ils me racontent un peu des blagues quand même. Mais Claude Cholet, quand même, quand beaucoup regardent les chaînes d'information continue, pour ne pas dire mainstream, on le fait souvent aussi en faisant en même temps la vaisselle. Donc, je veux dire, le téléspectateur est pas très captif. Vous voyez, je veux dire, c'est quand même une espèce de présence et d'habitude. Nicolas Vidal, ça a toujours été le cas. Oui, mais c'était le cas maintenant, mais c'était le cas il y a 10 ans. La cible majeure qui était la ménagère de plus de 30 ans ou de plus de 40 ans, parce qu'elle était prescriptive d'achat, bien sûr pour les spots publicitaires. Elle regardait très souvent, elle ouvrait la télévision le matin, et puis elle préparait le petit déjeuner pour les enfants. Et puis le soir, elle préparait le dîner, et puis on regardait ça en même temps, parfois d'un œil et d'une oreille distrait. Donc ça a toujours existé. Donc c'est pour ça que la prégnance, elle est toujours différentielle. Donc les gens ne gobent pas 100% de ce qu'ils entendent, parce que d'abord, ils n'entendent pas tout. Et puis, je pense qu'il y a une relative progression, je reste modeste, d'un sain esprit de scepticisme que peut-être les médias que nous pourrions appeler dissidents ont réussi à installer. Peut-être. Alors, Xavier Adalbert, vous aurez le mot de la fin en 2 minutes là-dessus. Est-ce que les médias de masse perdent la main? Est-ce que vous partagez l'analyse de Claude Cholet? Alors, je la partage, je vais la compléter. D'abord, je pense qu'il y a eu une scénarisation des médias mainstream, c'est-à-dire qu'on est passé à l'ère Hollywood de l'information, et l'information ne devrait pas avoir une forme de scénarisation. Les plateaux télé sont devenus de plus en plus chers, les plateaux audio sont devenus de plus en plus chers quand il y avait la course, on va dire, à l'audimat et la course aux subventions et la course à la publicité. Donc, d'ailleurs, il y a eu un mouvement pendant un certain temps pour ne plus avoir de publicité sur les médias de l'État, subventionnés par l'État, médias publics, de manière à essayer de garantir une forme de liberté de cette information et une moins grande dépendance. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. On a augmenté la dépendance à l'État, on a augmenté la dépendance aux dotations et aux subventions. Alors, ce qui se passe, c'est que si on devait vraiment analyser la qualité de l'information, eh bien, il faudrait regarder le nombre d'informations qui sont produites par les médias mainstream et le coût par information par rapport à un média comme Ligne Droite, comme Putsch, comme Le Gil, comme François. On va s'apercevoir d'une chose, c'est que la qualité de l'information est la même,
mais le coût est bien inférieur. Donc, une métrique qui serait plus intéressante, c'est le coût par ligne d'information produite. Et je pense que les médias indépendants comme les nôtres ont appris à faire ce que j'ai appelé de low cost de l'information, mais ça ne veut pas dire low cost qu'on fait tomber les avions du ciel, c'est-à-dire on donne de l'information qui garantit les conditions nécessaires et suffisantes de la qualité de l'information, on les fait juste d'une autre manière. C'est pour ça qu'on est un risque pour ces médias dominants. Et le dernier point que j'aimerais faire sur ces médias dominants, c'est tout à l'heure, vous avez parlé de RT, qui était un média sur lequel on avait demandé d'écrire qu'il était subventionné par un État. Eh bien, pour moi, ces médias dominants ne sont pas des médias mainstream, ce sont des médias qui sont dominants affiliés à un État. Et on devrait leur demander de mentionner leur affiliation, puisque par définition, ils sont subventionnés. Ils ne sont pas capables de vivre de manière autonome, et donc ils vont promulguer une information, propager une information de caractère à servir les intérêts du gouvernement ou de servir les intérêts de ses puissants, et il n'y a plus d'indépendance au travers de ça. Donc je pense que ce qu'il y a d'important sur ces médias mainstream, c'est de se dire le coût de la production a été hollywoodien. On fait de l'information avec une énorme scénarisation, des plateaux télé où en fait on est en train de rigoler mais plus parler vraiment de la base de l'information, et on en oublie vraiment d'informer les lecteurs. C'est comme ça qu'on tombe dans des biais. C'est comme ça qu'on annonce que Bouygues est décédé. C'est comme ça qu'on rate le Lancet. C'est comme ça qu'on rate le fait que le virus était d'origine manufacturée. C'est comme ça qu'on rate plein de choses. Eh bien, il se trouve que vous n'avez rien raté. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes focalisé non pas sur la production hollywoodienne et un coût exorbitant, mais sur informer les lecteurs. C'est la base. Bon, mais merci beaucoup pour cette table ronde, d'y avoir participé. Xavier Azalbert, vous êtes le patron de François, et Claude Cholet, vous êtes le président de Logis. Merci à vous, messieurs. On vous souhaite une excellente journée et que la presse libre continue de vivre.